Décembre 2025. La France entière retient son souffle. À 91 ans, une icône vient de s'éteindre. Mais ce n'est pas sa mort qui va choquer le monde, c'est ce qu'elle laisse derrière elle. Ou plutôt, ce qu'elle ne laisse pas. Si vous voulez découvrir la face cachée des plus grandes stars de la planète, abonnez-vous maintenant à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de continuer à produire ces enquêtes exclusives que vous ne verrez nulle part ailleurs. Le 28 décembre 2025 marque bien plus qu'un simple deuil national. Quand les médias annoncent le décès de Brigitte Bardot, ce n'est pas une actrice qui disparaît, c'est un mythe vivant qui s'efface. Pendant plus de 6 décennies, cette femme a incarné une France que le monde entier enviait, sensuelle, libre, rebelle, intransigeante. Mais dans les heures qui suivent l'annonce, une autre question émerge, plus pressante encore que les hommages officiels. Qu'advient-tu de son empire ? De ses propriétés légendaires, de cette fortune colossale accumulée pendant les années dorées du cinéma français? Et surtout, qui va hériter? La réponse à ces questions va provoquer une onde de choc qui dépasse largement les frontières de l'Hexagone. Car, voyez-vous, Brigitte Bardot n'a pas simplement vécu différemment, elle est morte différemment. Et son testament, ou plutôt l'absence de testament traditionnel, va révéler une vérité que personne n'avait anticipée. Cette femme qui avait tout a choisi de ne rien laisser, du moins pas aux personnes auxquelles on s'attendait. Pour comprendre l'ampleur de ce scandale silencieux, il faut remonter bien avant sa mort. Il faut plonger dans les contradictions financières d'une star qui gagnait des millions tout en méprisant l'argent. Il faut explorer les sacrifices inimaginables qu'elle a consentis pour une cause qui lui importait plus que sa propre famille. Et il faut affronter la question la plus dérangeante de toutes. Une mère a-t-elle le droit moral de déshériter son unique enfant au profit d'animaux? Le paradoxe financier de Bardot. Brigitte Bardot n'a jamais voulu être riche. Pourtant, à son apogée, elle l'était. Terriblement riche. Comprenez bien, nous ne parlons pas d'une actrice ordinaire qui aurait eu un peu de succès. Nous parlons d'un phénomène commercial sans précédent dans l'histoire du cinéma français. Entre 1957 et 1973, Bardot n'était pas qu'une vedette. Elle était une machine à cash qui générait des revenus comparables aux plus grandes stars masculines mondiales. Pensez à vous abonner si cette histoire vous captive. Votre engagement nous motive à creuser encore plus profondément dans ces destins extraordinaires. À la fin des années 1950, alors que la plupart des actrices acceptaient des cachets symboliques simplement pour avoir le privilège de jouer, Brigitte Bardot négociait des contrats qui feraient pâlir d'envie les agents d'Hollywood d'aujourd'hui. Pour des films comme Babette s'en va qu'en guerre ou Viva Maria, elle empochait des sommes vertigineuses, des cachets qui rivalisaient avec ceux de Jean Gabin ou Alain Delon, à une époque où les femmes étaient systématiquement sous-payées. Mais ce qui rendait Bardot vraiment unique, c'était son intelligence contractuelle. Issue d'une famille d'industriels parisiens, elle comprenait instinctivement les mécanismes de négociation et de propriété intellectuelle, fut une des toutes premières actrices européennes à exiger des pourcentages sur les bénéfices plutôt que de simples cachets fixes. Pensez-y un instant, nous sommes dans les années 1950. Le féminisme de la deuxième vague n'a pas encore déferlé. Les femmes françaises viennent à peine d'obtenir le droit de vote. Et voilà une jeune actrice de 23 ans qui refuse de signer tant que son contrat ne prévoit pas une participation au profit du film. C'était révolutionnaire, c'était audacieux, c'était Bardot. Le refus qui a tout changé. Puis vint 1956 et Dieu créa la femme. Ce film change absolument tout. Du jour au lendemain, Brigitte Bardot passe du statut d'actrice prometteuse à celui de phénomène mondial. Les salles de cinéma affichent complet pendant des mois. Les magazines du monde entier s'arrachent son image. Son nom devient synonyme d'une nouvelle forme de libération féminine, sensuelle, libre, rebelle, intransigeante. Et Hollywood, évidemment, se met à saliver. Les propositions affluent, des contrats mirobolants. Des studios majeurs américains lui tendent des contrats pluriannuels incluant des salaires garantis qui feraient d'elle une des femmes les plus riches du monde du spectacle. On lui promet une villa à Beverly Hills, des pourcentages sur tous ses films, un contrôle créatif inédit pour l'époque. L'un de ces contrats envisagés aurait pu la lier à un grand studio pour une série de 6 films avec des cachets progressifs allant de 150 000 $ à 500 000 $ par film, des sommes astronomiques pour l'époque. C'est exactement le type d'arrangement qui transformera plus tard Elizabeth Taylor en milliardaire. Brigitte Bardot dit non. Non à Hollywood. Non aux millions garantis. Non à la sécurité financière à vie. Pourquoi ? Trop loin.
répondait-elle simplement. Mais ce n'était pas la distance géographique qui l'effrayait, c'était la distance psychologique, la perte de contrôle, l'aliénation de devenir une propriété commerciale. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos révélations sur les coulisses de la vie des stars. Les millions perdus. Ce premier refus n'était que le début d'une longue série de décisions qui coûteront à Bardot une fortune inimaginable. Dans les années qui suivent, elle décline systématiquement tout ce qui pourrait transformer son nom en marque commerciale. Cosmétiques, non merci. Parfum, pas intéressé. Ligne de lingerie, absolument pas. Publicité télévisée, hors de question. Comprenez bien l'ampleur de ce refus. Nous sommes à l'aube de l'ère du celebrity branding. Les stars commencent tout juste à comprendre qu'elles peuvent monétiser leur image bien au-delà du cinéma. Mais Bardot, qui possède probablement l'image la plus commercialement viable de toute l'Europe, refuse tout en bloc. Son biographe, Yves Bigot, calculera plus tard que ce seul refus de protéger et d'exploiter son image lui a probablement coûté entre 40 et 60 millions de dollars sur l'ensemble de sa carrière. Des milliers d'entreprises utilisent son esthétique, copient son look, exploitent son aura, sans jamais lui verser le moindre centime de royalties. Et ce n'est pas par ignorance, Bardot comprend parfaitement ce qu'elle sacrifie. Elle le fait délibérément. Pour elle, accepter ces contrats reviendrait à se vendre elle-même, à marchandiser non seulement son image, mais son âme. Elle privilégie également une approche film par film plutôt que des contrats à long terme avec des studios. Là où d'autres stars acceptent la sécurité d'un salaire fixe pendant 10 ans, Bardot renégocie constamment, privilégiant la liberté à la stabilité. Cette volatilité lui coûte cher, des cachets souvent moins élevés, aucune garantie de revenus futurs, aucun filet de sécurité. La gestion désastreuse des archives. Mais l'erreur la plus coûteuse de Bardot ne concerne pas ce qu'elle a refusé, c'est ce qu'elle a négligé de protéger. Pendant des décennies, la gestion de ses droits d'auteur et de ses archives est un désastre absolu. Les films dans lesquels elle a joué sont exploités internationalement, rediffusés à la télévision, vendus en vidéo puis en DVD, streamés sur Internet. Mais Bardot, qui avait pourtant négocié des pourcentages sur les bénéfices, ne voit presque rien arriver. Pourquoi ? Parce que personne ne défend ses intérêts, parce que les contrats de l'époque comportent des failles illégales béantes, parce que l'industrie du cinéma français des années 1960 n'avait jamais imaginé que ces films continueraient à générer des revenus 50 ans plus tard. Au début des années 2000, Bardot, alors âgé de presque 70 ans, intente une série d'actions en justice pour récupérer les sommes qui lui sont dues. Elle affirme avoir été systématiquement écartée des profits qu'elle avait pourtant contractuellement obtenus. Elle réclame des comptes, des audits, des preuves. Les tribunaux ne lui donnent pas raison. Trop de temps a passé, trop de preuves ont disparu, trop de sociétés de production ont fait faillite ou ont été rachetées. L'argent s'est évaporé dans les méandres du temps et des restructurations industrielles. Abonnez-vous maintenant si vous voulez continuer à découvrir ces histoires fascinantes que les médias traditionnels n'osent pas raconter. 1973. La rupture. Le 4 décembre 1973, Brigitte Bardot annonce publiquement qu'elle quitte le cinéma. Elle a 39 ans. Elle est au sommet de sa gloire. Elle pourrait continuer à tourner pendant encore 20 ans, accumulant des millions supplémentaires. Mais pour elle, le jeu n'en vaut plus la chandelle. La célébrité est devenue une prison. Les paparazzis campent en permanence devant sa propriété de Saint-Tropez. Ses moindres déplacements font la une. Ses relations amoureuses sont dissétées publiquement. Sa vie privée n'existe plus. Elle appartient désormais au domaine public, consommée quotidiennement par des millions de lecteurs avides de scandales. Et puis, il y a la dépression. Cette compagne invisible qui la poursuit depuis des années, qui l'étouffe lentement, qui transforme chaque réveil en combat. Bardot a fait plusieurs tentatives de suicide au cours de sa vie, des tentatives désespérées de fuir une existence devenue insupportable. Alors elle fait le seul choix qui lui semble viable, elle disparaît. En quittant le cinéma, Bardot ferme également le robinet de sa principale source de revenus. Les cachets s'arrêtent net, les nouvelles opportunités commerciales se tarissent. Certes, quelques royalties continuent d'arriver, des miettes comparées au fleuve d'argent des années 1960. Mais Bardot s'en fiche. Elle ne veut plus accumuler. Elle veut juste survivre loin des projecteurs. Pendant 13 ans, elle vit en quasi-recluse à la Madrague, sa propriété de Saint-Tropez. Elle lit, elle médite, elle s'occupe des animaux qu'elle recueille. Elle essaie de reconstruire quelque chose qui ressemble à une paix intérieure. Mais en 1986, quelque chose change radicalement. La naissance d'une obsession. Cette année-là, Brigitte Bardot découvre des images d'un massacre de phoques au Canada. Des bébés phoques matraqués à mort pour leur fourrure, du sang sur la glace, des mères hurlant à côté des cadavres de leurs petits.
Quelque chose se brise en elle, ou peut-être se reconstruit. Pour la première fois depuis sa retraite, Bardot a trouvé quelque chose qui vaut la peine de se battre, quelque chose qui mérite qu'elle redevienne publique, qu'elle réutilise sa célébrité, qu'elle sorte de sa forteresse. Elle décide de créer une fondation pour la protection des animaux. Mais voilà le problème, elle n'a plus l'argent nécessaire pour le faire. 13 ans après avoir quitté le cinéma, Brigitte Bardot est toujours célèbre. Son nom conserve un pouvoir médiatique colossal. Mais financièrement, elle n'est plus liquide. Les économies accumulées pendant sa carrière ont été dépensées pour maintenir son train de vie, payer les impôts sur ses propriétés, subvenir à ses besoins quotidiens. Pour créer une fondation reconnue d'utilité publique en France, il faut un capital de départ, environ 3 millions de francs français à l'époque, une somme considérable que Bardot ne possède tout simplement pas. Elle pourrait solliciter des sponsors. Des entreprises seraient ravies d'associer leur nom à celui de Brigitte Bardot. Elle pourrait organiser des galas de charité mondains. Des célébrités se presseraient pour soutenir sa cause. Bardot refuse catégoriquement. Elle ne veut aucun bienfaiteur qui pourrait ensuite influencer la direction de la fondation. Elle ne veut aucune compromission. La mission doit rester pure, intransigeante, non diluée par des intérêts commerciaux ou politiques. Alors elle prend une décision qui va choquer même ses proches. Elle va se liquider elle-même. Si cette histoire vous fascine, soutenez-nous en vous abonnant. Chaque nouvel abonné nous aide à produire ces documentaires exclusifs. La vente de toute une vie. Ce qui suit ne relève pas du symbole ou de la métaphore, c'est une liquidation méthodique, systématique, implacable. Bardot commence par les petites choses. Elle installe des stands sur les marchés de Saint-Tropez. Elle, l'icône mondiale du cinéma, vendant personnellement ses effets personnels à des touristes ébahis. Bracelets rapportés du Brésil, colliers du Mexique, chapeaux portés sur des plateaux de cinéma, robes photographiées dans Vogue, photographies dédicacées. Les objets qui symbolisaient autrefois le glamour et le luxe sont réduits à des instruments de collecte de fonds. 50 francs pour un bracelet, 100 francs pour une photo dédicacée. Les touristes achètent, incrédules de pouvoir toucher un morceau de la légende vivante. Mais rapidement, Bardot réalise que ces petites ventes ne suffiront jamais. Il faut frapper plus fort. En 1987, elle organise à Paris une vente aux enchères publique qui va stupéfier le monde. Ce n'est pas une vente de charité élégante dans un hôtel 5 étoiles, c'est une liquidation brutale, publique, douloureuse. Les bijoux, offerts par Günther Sachs, son troisième mari, un homme qui l'avait couvert de diamants pendant leur mariage tumultueux, passent sous le marteau. Des pièces magnifiques, autrefois photographiées dans les plus grands magazines de mode du monde, vendues à des inconnus. Sa robe de mariage, de son union avec Roger Vadim, le réalisateur qui l'avait transformée en star mondiale avec « Et Dieu créa la femme », devient une transaction commerciale. Argenterie héritée de sa famille, meubles qu'elle avait choisis avec soin pour décorer la madrague, œuvres d'art collectionnées au fil des années, objets décoratifs chargés de souvenirs, même sa guitare, celle avec laquelle elle avait enregistré plusieurs chansons dans les années 1960, est mise en vente. Rien n'est sacré, rien n'est épargné. Le sentimentalisme est sacrifié sur l'autel d'une cause supérieure. Pendant cette vente, un journaliste lui demande comment elle peut supporter de se séparer de tant d'objets personnels, de tant de souvenirs. Sa réponse est devenue légendaire. « J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Maintenant, je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux. » Ce n'est pas une citation pour les journaux, c'est littéralement sa politique financière. L'hypothèque de la madrague. La vente aux enchères rapporte plusieurs millions de francs. C'est un début, mais ce n'est pas suffisant pour assurer la viabilité à long terme de la fondation. Les campagnes coûtent cher, les procès contre les chasseurs, les toréadors, les laboratoires de vivisection nécessitent des armées d'avocats. La publicité pour sensibiliser le public demande des budgets considérables. Bardot ne fait pas dans la demi-mesure. Elle attaque frontalement des industries entières, des traditions culturelles séculaires, des lobbies puissants. Chaque campagne coûte des centaines de milliers de francs, et l'argent vient de la madrague. Hypothéqué, réhypothéqué, utilisé comme garantie bancaire pour des emprunts encore plus importants. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces destins extraordinaires. Le transfert définitif. Au début des années 2000, Brigitte Bardot franchit le point de non-retour. Elle transfère officiellement la propriété de la madrague à la Fondation Brigitte Bardot. Juridiquement, la maison cesse d'être uniquement la sienne. Elle devient le siège social, le cœur symbolique, l'actif principal de la fondation. Ce transfert est nécessaire pour obtenir la reconnaissance d'utilité publique, un statut qui permet à la fondation de recevoir des dons déductibles d'impôts et de bénéficier de certains avantages fiscaux.
Mais concrètement, cela signifie que Bardot vit désormais à l'intérieur de sa propre fondation plutôt qu'à côté d'elle. La distinction entre sa vie personnelle et sa mission devient de plus en plus floue jusqu'à disparaître. Tous les droits issus de ces films, les maigres royalties qui continuent d'arriver décennie après décennie, affluent directement vers les comptes de la fondation. Quand exceptionnellement elle accepte un accord commercial, comme le sac Lancel qui porte son nom, les revenus sont structurés pour alimenter les frais de fonctionnement de l'organisation. Bardot elle-même vit en une austérité qui choque tous ceux qui la visitent. Pas de personnel de maison, pas de chauffeur, pas de garde-robe luxueuse constamment renouvelée. Elle cuisine elle-même ses repas, elle conduit une voiture modeste. Son quotidien est d'une simplicité presque monastique. « Je hais le luxe », dira-t-elle dans un entretien des années 2000. « J'aime le confort, pas la richesse. Le luxe, c'est vulgaire. » Cette philosophie se traduit concrètement dans sa comptabilité. Chaque euro qui entre est immédiatement alloué à la cause animale. Bardot cesse complètement d'accumuler des biens personnels. Elle ne fait plus d'investissement pour elle-même. Elle ne constitue aucune épargne pour sa retraite. Tout est dépensé, immédiatement, intégralement. Une naissance traumatique. Pour comprendre l'héritage controversé de Brigitte Bardot, il faut parler de Nicolas Charrier, son fils unique, l'enfant qu'elle n'a jamais vraiment voulu. Nicolas naît le 11 janvier 1960, en plein cœur de la période la plus chaotique de la vie de Bardot. À ce moment-là, elle n'est plus simplement une actrice célèbre, elle est devenue un phénomène médiatique totalement hors de contrôle. Sa grossesse se déroule sous une surveillance qui relève du harcèlement. Des photographes campent jour et nuit devant son domicile. Certains se déguisent en personnel médical pour tenter de s'introduire dans la maternité. Des téléobjectifs sont braqués sur les fenêtres de sa chambre. L'accouchement lui-même devient un spectacle public que tout le monde veut documenter. Bardot racontera plus tard avoir vécu ces mois comme un cauchemar éveillé. « Il y avait une hystérie collective autour de moi », expliquera-t-elle des années plus tard. « Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus penser. Mon corps ne m'appartenait plus, il appartenait au public, aux photographes, aux journalistes. » Dans ces conditions, la maternité ne devient pas un refuge tendre et protecteur, elle devient une extension du cauchemar médiatique. Bardot admettra plus tard, avec une honnêteté brutale qui choquera beaucoup de gens, avoir associé la naissance de Nicolas non pas à la joie ou à la tendresse, mais à la panique, à l'étouffement, à la perte totale de contrôle sur sa propre vie. « Ce n'était pas Nicolas que je rejetais, dira-t-elle. C'était le moment où il est entré dans ma vie. Ce moment m'a traumatisé au point de rompre définitivement mon lien avec l'expérience de la maternité. » N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à découvrir ces histoires que personne d'autre n'ose raconter avec autant de profondeur. L'abandon progressif. Lorsque Bardot se sépare de Jacques Charrier, le père de Nicolas, leur fils n'a que quelques mois. La garde est confiée à Charrier et Nicolas grandit essentiellement sans sa mère, élevé loin des projecteurs de la célébrité française. Bardot ne se bat pas pour obtenir la garde. Elle ne tente pas de reconstruire un rôle maternel conventionnel. Elle se retire, émotionnellement d'abord, puis géographiquement et psychologiquement. À mesure que Nicolas grandit, cette distance se transforme en silence. Bardot parle rarement de lui en public, et quand elle le fait, ses propos sont d'une franchise qui frôle la cruauté. Elle décrit la maternité comme une contrainte imposée par la biologie et les circonstances, jamais comme un choix véritable. Cette honnêteté brutale, cohérente avec son refus constant d'édulcorer ou de romancer la réalité, a un prix terrible. Elle creuse un fossé émotionnel qui ne se refermera jamais vraiment. 1996. La rupture publique. La fracture devient irréversible en 1996 avec la publication de l'autobiographie de Bardot, Initiales bébé. Dans ce livre, elle écrit une phrase qui marquera à jamais la perception publique de leur relation. Elle aurait préféré donner naissance à un petit chien plutôt qu'à un enfant. Pour Nicolas, ce n'est pas une simple provocation médiatique, c'est une humiliation publique, une négation de son existence, un rejet formulé noir sur blanc, imprimé à des centaines de milliers d'exemplaires, lu par toute la France. Il poursuit sa mère en justice pour préjudice moral. Il affirme que cet passage lui a causé un dommage psychologique durable, que cette phrase a détruit ce qui restait de leur lien déjà fragile. Le procès attire une attention médiatique considérable.
Il transforme une blessure privée en scandale public. Les journaux se délectent de cette guerre familiale. Les psychologues sont invités sur les plateaux télé pour analyser la relation dysfonctionnelle entre la mère et le fils. Bardot ne retire pas ses propos, elle ne s'excuse pas. Elle explique avec la même franchise implacable qui la caractérise « Ces mots reflètent ma vérité. Je ne les ai pas écrits pour blesser Nicolas, mais parce que c'est ce que j'ai ressenti. Je refuse de mentir sur mes émotions pour préserver les apparences. » Ce qui ressort du procès n'est pas vraiment un conflit sur l'argent ou la garde de l'enfant, tout cela appartient au passé. C'est une lutte existentielle pour la reconnaissance. Un fils demandant à être reconnu comme un être humain digne d'amour, une mère refusant de réécrire son histoire personnelle pour satisfaire les attentes sociales de la maternité idéalisée. La réconciliation impossible. Avec les années, quelque chose change. Pas une réconciliation au sens traditionnel du terme, plutôt un adoucissement des angles les plus tranchants. Bardot et Nicolas reprennent un contact limité, quelques appels téléphoniques, des brèves visites lorsqu'il vient à Saint-Tropez depuis la Norvège, où il s'est installé avec sa femme et ses filles pour vivre loin du cirque médiatique français. Elle parle de lui avec un mélange étrange, une distance respectueuse teintée d'une affection prudente. Je l'aime d'une manière particulière, pas de la manière dont les mères sont censées aimer leurs enfants, mais à ma manière. Leur relation n'évolue jamais vers une vraie réconciliation. Il n'y a pas d'embrassade publique, pas d'interview commune où ils discuteraient de leur parcours, pas de geste symbolique de réparation. À la place s'installe une trêve fragile, un respect mutuel sans intimité véritable, un contact minimal qui permet de maintenir un lien ténu sans jamais le renforcer vraiment. Ce qui reste. Sur le plan juridique, Nicolas Charrier demeure l'unique héritier légal de Brigitte Bardot. En vertu du droit français, qui protège les enfants contre le déshéritage complet, il a droit à ce qu'on appelle la réserve héréditaire, une portion minimale de l'héritage qui ne peut légalement lui être retirée. Mais l'expression « ce qui reste » est absolument cruciale ici. Car au moment de sa mort en décembre 2025, qu'est-ce qui reste vraiment de la fortune de Brigitte Bardot ? La Madrague a déjà été transférée à la Fondation. Les droits d'exploitation de ces films affluent directement sur les comptes de l'organisation. Ces autres propriétés ont été vendues ou hypothéquées au fil des années pour financer les campagnes de la Fondation. Ce qui subsiste comme patrimoine personnel liquide au moment de sa mort est infiniment plus modeste. Nicolas hérite ce qui subsiste, non pas des millions en cash, mais la part symbolique d'une vie déjà largement dépensée pour une cause qui n'était pas la sienne. Pour Nicolas et ses filles, qui vivent discrètement en Norvège loin de toute célébrité française, cette succession est moins une question d'argent qu'une tentative de réconciliation posthume avec une mère qui a toujours aimé autrement, qui a aimé les animaux plus que les humains, qui a donné sa fortune à des créatures muettes plutôt qu'à sa propre chair et son propre sang. La transformation de la Madrague. Conformément aux dernières volontés de Bardot, la Madrague ne sera jamais vendue. Elle ne deviendra jamais une propriété privée luxueuse réservée à un milliardaire anonyme. Au lieu de cela, la Fondation prévoit de la transformer en musée, un lieu de mémoire dédié à la fois à l'héritage cinématographique de Bardot et à la cause de protection animale. Les droits d'entrée modestes permettront de financer les opérations de la Fondation pendant des décennies. Des touristes du monde entier pourront visiter les lieux où elle a vécu, voir sa chambre, sa cuisine, le jardin où elle nourrissait les chats errants. En faisant cela, Bardot s'assure que son bien le plus précieux ne sera jamais liquidé au profit d'un héritage personnel traditionnel. La Madrague devient un monument à sa mission, pas à sa famille.